Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ce soir dans le cadre de cet événement des semaines de l'évolution professionnelle qui a démarré le 9 cette semaine, qui va se dérouler sur les 15 jours. Donc cet événement, pour que ça se passe bien, on va rappeler quelques règles. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le petit bouton en bas à droite avec le point d'interrogation. On pourra les traiter en fin d'échange. On essaiera d'en traiter le plus possible. Et n'hésitez pas à cliquer sur les questions qui vous importent le plus pour les faire remonter dans la liste de ces questions. Alors, c'est cet événement donc des semaines d'évolution professionnelle, c'est un événement annuel, 100% digital, qui est organisé par les opérateurs du concert d'évolution professionnelle qu'on peut citer, donc tels que l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anti-ARH Corse et l'Axis en Martinique. Il y a toute une diffusion d'une centaine de webinaires selon diverses thématiques auxquelles vous pouvez participer. Aujourd'hui, donc, on va animer ce webinaire avec Pascal Perret, que je laisse le soin de se présenter. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Pascal Perret, je suis le responsable du pôle référent parcours à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, mais je vais parler pour tout notre territoire, qui soit aussi d'outre-mer et de métropole. Merci Pascal, et moi-même Sandrine Barogandi, je suis conseillère en évolution professionnelle pour le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine. Donc au cours de ce webinaire, nous allons traiter de la reconversion, donc sur divers aspects, les raisons d'une reconversion et comment ça se passe, les dispositifs qui pourraient vous être utiles dans un tel projet, et puis on verra en fin de webinaire en quoi le CEP peut vous être utile par rapport à ce projet. Le programme est complet là, Sandrine. Mais alors, on nous dit qu'il y a un actif sur deux qui voudrait changer actuellement, qui a envie de changement. Mais qu'est-ce qui amène un actif à vouloir penser le changement? Quelles sont les raisons? On va voir ça. Alors les raisons, elles sont diverses. Ça peut être un ras-le-bol dans son travail. On a plein de personnes qui arrivent en nous disant qu'ils ont fait le tour de leur métier et qu'ils ont envie de voir autre chose. Ça peut être aussi un besoin, mais plutôt d'un point de vue contraint, être contraint à un changement de métier parce qu'on a une problématique de santé et on a beau aimer son travail, et ça s'impose à soi, il faut changer malheureusement. Ça peut être juste l'envie de faire autre chose, de découvrir d'autres choses, ou peut-être même de changer de statut. On peut tout à fait apprécier son métier, le faire en tant que salarié, et avoir envie de passer sur un statut d'indépendant par exemple. Voilà, donc ça c'est quelques-uns des aspects qui peuvent amener les personnes à avoir envie de changer de métier, en sachant que changer de métier, c'est pas toujours forcément la réponse à la difficulté ou à la situation du moment. Il peut y avoir d'autres options. Et alors, donc, avant de se lancer dans la reconversion, quelles seraient les questions qu'il faudrait se poser? Alors oui, avoir envie de changer, c'est bien, c'est super, ça peut nous arriver à tous, mais ça peut être pas mal d'aller un petit peu interroger les raisons qui font qu'à un moment donné, on ait envie d'autre chose, parce que justement, ça peut permettre de voir qu'il y a d'autres options que le changement, potentiellement. Donc, les questions à se poser, ça peut être qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de changer, quel a pu être éventuellement l'élément déclencheur, quelles sont mes envies, mes attentes et les autres options à envisager peut-être. Et vérifier si en effet la reconversion est bien la bonne réponse à sa difficulté ou son besoin du moment. Voilà, en gros, pour faire large. En gros, alors se connaître, mais j'aurais envie de dire pour se reconnaître dans un métier, hein, c'est ça les questions. C'est un peu ça, oui.
Oui, complètement. Aller vérifier que ce qui fait qu'on a envie de changer, on va pouvoir y répondre en allant sur autre chose. D'accord. Donc tout un ensemble d'étapes peut-être qui pourrait garantir Exactement. la réussite d'une reconversion. Exactement. Alors là, il y a un petit schéma. On n'est pas obligé de le suivre pile poil, surtout qu'on peut être déjà, on peut avoir engagé des démarches qui font qu'on est un petit peu plus loin dans le parcours qui est présenté ici. Mais sinon, d'une façon un peu schématique, on peut dire qu'il y a une première étape où on va faire un état des lieux de cette situation. Alors, on parle d'état des lieux partagé parce qu'on peut le faire avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous permettre de vous amener à vous questionner et peut-être avoir un regard un peu plus large sur votre situation. Donc, première étape, ce point. On peut avoir ensuite une étape qui va permettre d'identifier ses compétences, ses envies, ses aspirations, ses valeurs, et de ce fait, arriver à définir justement qu'est-ce qu'on a envie de changer ou de garder par rapport à ce qu'on fait dans son métier de demain. Et par le fait, arriver à décliner des pistes de métier parce que au regard des compétences que l'on a, de ses envies, de ses aspirations, ça va nous permettre d'aller faire le lien avec d'autres métiers qui comporteraient certaines des compétences qu'on a déjà acquises et que l'on souhaite garder dans le métier de demain. Et ensuite, on peut aller vérifier le ou les pistes, hein, là où les pistes, parce qu'il peut y avoir une seule piste ou plusieurs pistes métiers, aller les confronter à la réalité pour s'assurer que l'idée que l'on a de ce futur métier ou du projet correspond bien à ses attentes en termes de vérification sur le terrain. On verra un petit peu après quels peuvent être les outils par rapport à ça. Et oui, Pascal, tu veux m'interrompre? Non, je voulais dire, en fait, c'est une véritable feuille de route là que tu nous proposes. Complètement. Mais d'accord, bien me connaître, mais enfin, il faudrait quand même que j'ai quand même quelques idées quand même, parce que si j'ai pas d'idées, Oui, comment je vais arriver à m'en débrouiller? Les idées, on peut les creuser, on n'a pas toujours. Hein. Il existe des dispositifs aussi qui peuvent aider. Je pense notamment au bilan de compétences ou l'accompagnement avec le CEP, et on verra sur une diapo un petit peu plus loin. Mais creuser l'idée, c'est arriver à se poser des questions. Il existe des outils qu'on peut vous mettre à disposition pour aller creuser tout ça. D'accord ? Alors attends, je reviens en arrière, Pascal, parce que tu es passé vite. Parce que dans le parcours, on peut avoir un petit passage par la case formation. C'est pas une obligation, hein, parce qu'on peut changer de métier sans forcément avoir besoin de faire de la formation. Dans tous les cas, ça peut être une étape, et tu nous parleras de dispositifs qui permettent d'aller financer ce genre de choses tout à l'heure. Et si au final, se mettre en action par rapport au projet, construire un plan d'action avec le conseiller notamment. Voilà, donc on passe aux idées. Creuser l'idée. On disait creuser l'idée. Creuser l'idée. Eh bien, on va essayer d'aller notamment alors avec des professionnels, bien évidemment. Donc, ça peut être dans le cadre d'un bilan de compétences ou d'accompagnement CEP. Aller interroger des métiers par le biais de rencontres avec des professionnels. Ça, c'est super important parce que parfois, on a une idée, mais une fois qu'on en discute avec quelqu'un, on peut se rendre compte qu'il y a des aspects du métier qui correspondent pas à ses exigences. On peut également faire de l'immersion. C'est très efficace d'aller faire un vie-ma-vie sur le terrain auprès d'un professionnel pour vraiment, et notamment quand il peut y avoir des difficultés de santé, aller vérifier sur le terrain que la nouvelle piste métier en termes de compétences et de réalisation santé, enfin par rapport à ces difficultés de santé, peut répondre aux besoins de la reconversion. Voilà.
qu'il y ait adéquation donc entre ce qu'est la personne et ce que le métier propose. C'est ça Exactement. ton idée. Ouais. C'est quand même pas simple parce que bon, se connaître les métiers, c'est pas évident C'est pas et évident. en plus quand on le met aussi en relation avec le marché de l'emploi. Parce que je Exactement. peux avoir envie d'eux, mais est-ce que je peux Est-ce qu'il y a de vivre d'eux? l'emploi? Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est là qu'il faut aller confronter jusqu'où on est prêt à aller, parce que ça peut être ma priorité, c'est de trouver un emploi à proximité de chez moi. Là, pour le coup, on va peut-être amorcer les démarches différemment. On va aller regarder justement les offres et voir ce qu'il peut y avoir de manière récurrente à proximité. Mais ça peut être aussi, moi, peu importe, ce qui est important, c'est justement d'aller vers un projet qui m'anime et je suis prêt à bouger. Ça peut être ça aussi. Je suis prêt à bouger pour aller vers ce métier. Et puis après, les opportunités, les rencontres, en menant des enquêtes métiers, des immersions, peuvent ouvrir des portes auxquelles on n'aurait pas pensé, puisque il n'y a pas que l'offre d'emploi, il y a l'offre cachée et ça peut mener à des opportunités. En tout cas, c'est sûr que le marché actuellement n'a jamais été aussi favorable et qu'il y a beaucoup d'opportunités actuellement à saisir sur ce marché de l'emploi, des métiers émergents, des métiers qui disparaissent, mais des métiers qui apparaissent. Donc toi, tu conseilles vivement la confrontation à la réalité, oui. quoi, En rencontre avec des professionnels, enquête métier, immersion, c'est hyper important. Et tu as précisé que le but, c'est bien sûr de gagner, hein, c'est d'avoir de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions salariales, meilleures relations au travail. Parfois, mais il faut toujours regarder aussi toutes les conséquences que peut avoir le choix. Voilà, tu as parlé de déménagement, tu as parlé de choses qui peuvent toucher la sphère plus personnelle. Mais alors, c'est pas évident parce que là on part de l'idée que des gens ont déjà des envies. Mais alors tout à l'heure tu disais que pour ceux qui n'avaient pas d'idées, justement il y avait quand même des choses qui pouvaient se faire. Déjà il y a l'accompagnement CEP qui peut contribuer à aider les personnes à travailler un petit peu des idées en partant de leurs besoins, de leurs envies, de leurs valeurs, de leurs priorités. Mais il existe aussi le bilan de compétences. Alors, ce sont deux choses quand même différentes. Déjà, l'un est gratuit, le CEP, le bilan, lui, est payant, mais il peut être financé avec son CPF. Et puis, la durée d'accompagnement n'est pas la même. Avec le CEP, forcément, on n'a pas toujours l'opportunité d'aller assez en profondeur, au même titre qu'un bilan de compétences qui, lui, va durer 24 heures. Et qui, pour le coup, permet de travailler un peu plus, peut-être avec des tests, avec des outils différents, avec des psychologues du travail, voilà. Mais ces deux dispositifs peuvent contribuer à faire émerger des idées pour des personnes qui n'en auraient pas forcément. Donc le bilan, c'est la réflexion avant l'action et le CEP, c'est l'action par la réflexion. Si tu veux. Allez, je te l'accorde. Allez, je crois une fois qu'on a cette idée, une fois qu'on a cette idée et qu'on est, ça y est, on est dans les starting blocks et qu'on s'est dit c'est là où je veux aller, maintenant il faut trouver comment on fait, quel est le chemin qu'on va pouvoir prendre et surtout les moyens qu'on pourra utiliser. Donc ces moyens-là, c'est des moyens qui existent dans le code du travail et qui sont des droits pour tous les actifs. Alors on va en développer deux essentiellement aujourd'hui, hein, donc le PTP. Alors ceux qui connaissaient avant Transition Pro, on s'appelait FONGECIF et il y avait le congé individuel de formation, le fameux CIF. Le PTP, c'est le remplaçant du CIF. Ça reprend les grandes idées du CIF. Donc, c'est de permettre à tout salarié du secteur privé de suivre une formation certifiante. Alors, certifiante, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une formation qui, au bout, permet la délivrance d'une certification qui est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, le fameux RNCP
ont le répertoire spécifique. Donc, qui a vraiment au bout une reconnaissance et qui a un parcours qui permet d'arriver vraiment à un changement de métier ou de profession. C'est vraiment un objectif emploi que le PTP. Pour les CDI, il y a quand même quelques conditions à respecter. Il faut que ces salariés aient au moins 12 mois de contrat dans leur entreprise actuelle et avoir 24 mois d'activité dans leur parcours professionnel antérieur. C'est aussi ouvert au CDD. Les conditions sont différentes parce que là, il faut avoir 4 mois de CDD dans les 12 derniers mois qui précèdent le démarrage de la formation et avoir 24 mois d'expérience professionnelle dans les 5 dernières années. Oui, c'est un peu compliqué. Ça se complique encore parce que pendant le CDD, il faut que les personnes déposent leur dossier, par exemple, chez Transition Pro, pendant leur contrat et ils n'ont que 6 mois à la fin de leur contrat CDD pour mettre en œuvre leur parcours de formation. Donc la fenêtre de tir, elle est très réduite et donc il ne faut pas perdre de temps. Il faut mieux avoir eu l'idée avant le CDD et vu le CEP avant le CDD avant pour se lancer dans ce PTP-là. Pour les intérimaires et les intermittents, il y a aussi des conditions particulières. Je ne vais pas les développer, je vous renvoie tous sur les sites internet des Transitions Pro. Ça se calcule en jours, ça se calcule en heures. C'est un peu compliqué à présenter dans le temps imparti. L'idée du PTP, c'est un dispositif qui est mobilisé à l'initiative du salarié. Et si la commission paritaire de Transition Pro accepte le projet, ça veut dire que la personne aura la garantie d'avoir un maintien de rémunération pendant la période de formation, bien entendu si la formation se fait sur le temps de travail, et il aura aussi la garantie d'avoir une prise en charge du coût pédagogique. Alors, dans certaines limites, mais enfin, les limites sont assez hautes, parce que le coût pédagogique, on peut financer jusqu'à 18 000 euros hors taxe ou 27,45 € de l'heure. Donc, ça laisse pas mal de possibilités. Et si en plus les personnes ont besoin pour des contingences matérielles qu'on peut bien appréhender, d'avoir un coup de pouce sur des frais de mobilité, on peut rajouter également dans l'équation financière un petit budget pour les frais de mobilité. Donc c'est vraiment un dispositif royal. Certes, on ne peut pas financer tout le monde. Les commissions doivent faire des choix au regard des projets qui leur sont présentés. Les critères, tu les as déjà dit, c'est la cohérence du projet. C'est comment ce projet il s'est construit. C'est parti d'une personne qui est dans un contexte professionnel et qui un jour se décide de changer. Donc il veut passer de A à C. Pourquoi il veut quitter A? Pourquoi il veut aller vers C? Pourquoi il n'a pas envisagé D? Pourquoi il n'a pas envisagé B? Qu'est-ce qu'il veut y gagner? Quelles sont éventuellement les conséquences des choix? Est-ce qu'il les a bien anticipées? Donc, est-ce qu'il a des expériences qui déjà ont pu lui permettre de dire, oui, c'est bien ce métier-là. Enfin, tous ces éléments qui permettent de la cohérence et l'accompagnement CEP, le bilan de compétences, la réflexion sur soi, je pense que tout ça, ça procède à alimenter la cohérence du projet. Et puis après, il a choisi une formation, il a choisi tel organisme, il a choisi l'organisme 1, alors qu'il y avait peut-être un organisme 2, il y avait un organisme 3. Pourquoi il a pris le 1 ? Pourquoi il a pris cette certification, ce diplôme-là, combien ça dure, combien ça coûte, quels sont les résultats d'insertion à la fin, quels sont les taux de réussite pour cet organisme de formation, combien ça coûte, et aussi donc, tous ces éléments permettent à la commission d'apprécier la pertinence du parcours de formation que la personne a retenu. Et puis bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, ça a quand même une vocation d'objectif d'emploi. Donc, quelles sont les garanties d'emploi qu'il peut y avoir à l'issue de la formation sur son territoire, parce que ce qui est vrai à Paris n'est pas forcément vrai à Bordeaux, etc. Mais quelles sont les possibilités, les types de contrats? Est-ce que c'est des contrats de travail ou est-ce que c'est plutôt, ça va être peut-être d'être en freelance, en indépendant, etc. Donc, tous ces éléments-là, la personne apporte ces éléments à la commission et la commission va décider de financer tel ou tel projet qui lui sont présentés.
Donc, bien sûr, tout ça, je vois qu'il y a des questions sur la temporalité, les délais, etc. Oui, il y a des délais à respecter. Les dossiers, il faut qu'ils soient déposés 4 mois avant le début de la formation. Ils sont présentés en commission 2 mois avant le début de la formation. Oui, il y a une petite procédure à respecter, mais allez sur les sites des transitions pro, vous aurez tout le mode d'emploi et il n'y a pas de limite d'âge puisque j'ai vu passer la commission. C'est valable à condition d'être toujours sous contrat et d'avoir les droits ouverts au titre du PTP. Voilà, j'espère avoir été très précis et d'avoir donné Oui, les informations de base sur ce dispositif c'est qui est quand même parfait, royal. Pascal. Voilà, en fait, c'est vraiment un dispositif hyper sécurisant qu'on propose souvent. Par contre, il arrive parfois que des personnes soit ne sont soit pas éligibles, soit n'aient pas envie de demander d'autorisation d'absence à l'employeur parce qu'elles savent qu'elles auront un refus. Et du coup, il existe autre chose, Pascal. Alors, j'ai eu une petite coupure micro et casque, mais je pense que tu m'as demandé est-ce qu'il avait existé d'autres dispositifs. Oui, Quand on veut pas à aller sur le l'initiative du PTP. salarié. Oui. À l'initiative du salarié, il y a d'autres dispositifs. Un dispositif qui monte en puissance d'ailleurs, qui s'appelle le dispositif démission reconversion. On le sait, lorsqu'on démissionne d'un emploi, sans avoir un motif légitime de démission, si on s'inscrit chez Pôle emploi ne vous attribuera pas des allocations de chômage. Par contre, si vous avez un motif légitime, si vous avez démissionné pour suivre par exemple votre conjoint ou conjointe dans sa mutation professionnelle, Pôle emploi acceptera volontiers de vous inscrire et de vous attribuer cette allocation. Mais il y en a plein d'autres motifs. Et en tout cas, il y en a un nouveau qui s'appelle le dispositif démission reconversion. C'est-à-dire que là, ça s'adresse uniquement au CDI parce qu'il faut être sous contrat et provoquer la rupture de ce contrat. Et il faut pouvoir justifier de 1300 jours travaillés dans les 60 derniers mois, c'est-à-dire dans les 5 dernières années. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans le continuum temporel. Voilà, ça c'est la règle. Première condition, donc vérifier qu'on a bien les droits. Deuxième condition, et là c'est une obligation de la loi, c'est d'aller rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour échanger, croiser les regards, co-construire avec ce conseiller en évolution professionnelle la demande qui va nous être soumis aux transitions pro, donc soumis avec deux objectifs potentiels, soit parce que c'est pour entreprendre une formation, et ou si c'est pour créer ou reprendre une entreprise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce dispositif-là, les 2 tiers de ceux qui nous sollicitent, en règle générale, sur le plan national, c'est pour de la création, reprise d'entreprise. Qu'est-ce que Transition Pro gère dans ce dispositif? Alors, à la différence du PTP, où nous sommes un financeur, c'est nous qui payons le coût pédagogique, c'est nous qui remboursons le salaire à l'entreprise pendant l'absence au poste de travail. Là, dans le cadre d'une démission reconversion, nous ne sommes pas du tout financeurs. Par contre, la loi nous a donné une mission d'apprécier le caractère réel et sérieux du projet. Donc le caractère réel et sérieux du projet, on en a déjà parlé, c'est encore la cohérence du projet, c'est aussi la pertinence du parcours de formation, les perspectives d'emploi, lorsqu'on est dans une stratégie de démission pour formation. Mais si on est dans une stratégie de démission pour création, reprise d'entreprise, ça va être par contre la faisabilité et la viabilité de ce projet de création. Donc ça passe par des études de marché, des études, le business plan, comme on dit. Et c'est au regard de ces éléments que la personne nous transmet que la commission va attester du caractère et sérieux. Et une fois, si elle est convaincue, à 95%, hein, presque au niveau national, c'est un peu la tendance, hein, on n'en dit pas 100%, mais la majorité, en tout cas, la grande majorité de ces demandes obtiennent cette attestation du caractère réel et sérieux. Une fois qu'elles ont cette attestation, les personnes ont 6 mois pour démissionner. Et une fois qu'elles ont démissionné, qu'elles sont inscrites chez Pôle emploi, elles ont 6 mois pour mettre en œuvre leur projet professionnel. Et durant toute la période de mise en place de leur projet, c'est-à-dire pendant la formation qu'ils vont suivre, ou pendant la phase de développement d'activité de leur activité de création reprise d'entreprise, ils auront le maintien
de leurs allocations chômage sur la base de l'ancienne rémunération. Par contre, si ils doivent se former et donc ils vont devoir payer le coût de la formation. Mais tout à l'heure, tu nous diras peut-être un dispositif qui permet justement de payer les formations quand on veut le faire de façon autonome. Voilà ce que c'est que le dispositif démissionnaire. C'est un dispositif qui monte en puissance. Par contre, ne pas avoir démissionné avant d'avoir rencontré un CEP, ne pas démissionner si on n'a pas les 5 ans, les 1300 jours de travailler dans les 5 dernières années. Oui, il faut bien le vérifier, ça, hein, et notamment l'accompagnement CEP reste important là-dessus. Et bien avoir vu son CEP avant de lancer la démission. Tout à fait. Exactement. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire. Alors justement, je t'ai lancé un peu la balle sur le dispositif qui permet un peu de financer la formation de façon autonome. Parce que je crois qu'on a tous en entendu parler, on a tous eu des coups de fil à ce sujet. Alors, le compte personnel formation. Alors, info, intox. Alors, bon, je crois que c'est un peu, maintenant il y a un peu moins d'alerte sur toutes les arnaques CEP. Je crois que ça c'est CPF, je crois que c'est un petit peu régulé, mais bon. Donc le compte personnel de formation, bah oui, c'est un outil à la main des salariés qui permet en effet de financer de la formation. Alors il est alimenté chaque année selon son niveau d'études et si on est bénéficiaire de l'OETH, l'obligation l'emploi des travailleurs handicapés. Selon ça, on va pouvoir percevoir soit 500 € de base par an, soit avec une majoration de 300 € lorsqu'on est justement pas du tout qualifié ou bénéficiaire de l'OETH. Et à chaque fois, c'est plafonné. Dans un cas, si vous arrivez à 5 000 €, ben, ça ne cumule plus, à moins que vous utilisiez votre CPF et que pour le coup, ça se remette à cumuler. Et pour les spécificités, là, OETH et salariés non qualifiés, c'est plafonné à 8 000 €. Alors, un peu comme on peut pas tout faire avec le CPF. Déjà, il faut savoir que le CPF, ça ne finance que du coût pédagogique, que du coût de formation. Vous ne pourrez pas avoir de salaire par ce biais-là, sauf cas particulier d'autorisation d'absence de l'employeur. Mais de base, hein, souvent les personnes pensent qu'elles peuvent tout financer. Non, c'est essentiellement le coût de formation, dans la limite du budget que l'on a, hein, sinon il faut mettre la main à la poche. Et les formations ne sont pas toutes éligibles au CPF. Il y a certaines formations qui le sont. Alors, il y a quelques exemples, hein, l'accompagnement à la validation des acquis d'expérience, certification CLEA sur certaines compétences, les bilans de compétences, tout ce qui est accompagnement, petit module accompagnement à la création ou reprise d'entreprise, certains les codes de la route, et les formations dites certifiantes, donc tu en as parlé tout à l'heure, Pascal, qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Ça rejoint un peu les exigences aussi du PTP. Il faut suivre l'actualité d'ailleurs, parce que les permis de conduire, ça évolue. Maintenant, c'est tout. Il y aura tout permis, de plus en plus. C'est ça, exactement. Ça évolue. Il peut y avoir des choses qui deviennent éligibles alors qu'elles ne l'étaient pas hier, avant-hier. Donc oui, il faut regarder régulièrement. Donc comme je vous le disais, quand on veut mobiliser son CPF, si on veut le faire sur son temps de travail, là, il va falloir demander une autorisation d'absence à l'employeur, qui peut la refuser, hein, autant de fois qu'il le souhaite. S'il l'accepte, il y aura un maintien de votre salaire. Mais très souvent, quand on mobilise son CPF, c'est pour faire de la formation sur son temps libre, en dehors du temps de travail, très souvent. Alors, il y a des abondements possibles hein, dans certaines situations qui peuvent se faire par les employeurs, l'assurance maladie, Pôle emploi, et vous avez pour certaines personnes dont les métiers prennent en compte des notions de pénibilité, un compte professionnel prévention qui permet de cumuler des points qui sont transformables en euros sur le CPF. Et là encore, il faut passer par le conseiller en évolution professionnelle pour faire cette manip-là. Voilà un petit peu pour le CPF.
tu nous rassures, hein, donc le CPF, mon CPF va pas s'auto-détruire au 31 Il décembre. ne Hein, s'auto-détruira pas au 31 enfin, 31 décembre. Enfin, décembre. jusqu'à Et, présent, il n'est pas censé. Hein. et donc, voilà, dès le moment où je commence à travailler, j'ai Oui, potentiellement mon on compte qui est cumule. ouvert Voilà, jusqu'au c'est ça. moment où je prendrai ma retraite. C'est ça. Donc, Par contre, oui, il faut, si vous voulez l'utiliser, il faut l'utiliser avant le départ à la retraite, même si la formation que vous visez perdurera une fois la retraite, mais il faut que vous ayez démarré votre dossier et amorcé une ou deux séances de formation avant d'être à la retraite. Sinon, une fois à la retraite, si vous l'utilisez pas, ce sera perdu. donc, à bon Voilà. entendeur pour les seniors, c'est ça? Exactement. Bah écoute, oui, oui Donc, Pascal. donc là, tout ça, c'est à l'initiative des salariés, ça, le démissionnaire, le PTP, le CPF, ça, c'est Exactement. à la main du salarié. Moi, je voudrais te parler maintenant d'un autre dispositif qui, lui, est à la main des entreprises et que Mhm. peut-être il y en a certaines qui nous sont en train de nous écouter actuellement Exactement. Ouais. et où les salariés de ces entreprises pourraient d'ailleurs être nos ambassadeurs. Je voudrais te parler d'un dispositif qui s'appelle transition collective. Hum, Des entreprises aujourd'hui, elles doivent faire face à des mutations qui soient économiques, qui soient technologiques, et dans leur collectif, dans leurs salariés, il peut y avoir des emplois qui soient fragilisés. Pas tous les emplois, mais peut-être une catégorie d'emplois qui peut être fragilisée et dont elle sait, l'entreprise, que demain, elle aura plus forcément besoin, mais par contre, elle peut avoir d'autres besoins sur des métiers émergents ou peut-être d'autres entreprises à l'extérieur qui peuvent, eux, offrir des opportunités de reclassement externe. Le principe de transition collective, c'est ça. C'est une entreprise qui sollicite Transition Pro et qui nous dit, voilà, mais j'ai des emplois fragilisés, je voudrais accompagner mes salariés dans cette transition. Et est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, on peut le faire parce que ça marche en fait en gros comme le PTP, sauf que les possibilités dans Transco sont, on va dire, doublées. C'est-à-dire qu'en gros, dans le PTP, on finance plutôt autour d'1 an de formation. Et bien dans le Transco, on peut aller jusqu'à 2 ans. Le PTP, on va jusqu'à 18 000 euros de coût pédagogique. Et bien là, on peut aller jusqu'à 36 000. Dans le PTP, on peut faire une action de formation. Dans le cadre de transition collective, on peut en faire plusieurs. Si on a besoin, par exemple, de faire une remise à niveau en anglais avant d'aller faire, par exemple, un BTS en achat international. Donc, c'est un dispositif quand même qui offre beaucoup de possibilités, à la fois donc surtout pour les salariés, bien sûr. C'est basé sur le volontariat. Hein, on n'impose rien à personne. C'est une entreprise qui le propose à ses collaborateurs et qui leur dit, bon ben voilà, pour préparer l'avenir, il y a ce dispositif-là. Si tu veux, tu peux t'inscrire dans le cadre de ce dispositif. Donc, bien sûr, nous, Transition Pro, on a des fonds dédiés par rapport à ce dispositif. C'est l'État là qui nous donne les moyens pour faire cette mission. Et la commission, ben, là aussi, elle va étudier, bien sûr, hein, le projet. Hein. L'idée, c'est quand même pas de financer des choses qui n'auraient pas n'offriraient pas de sécurité, justement, de reconversion professionnelle. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, on les finance quasiment tous et que pour les entreprises jusqu'à 300 salariés, ce qui est quand même des grosses entreprises déjà, hein, on peut prendre en charge 100% du coût de la reconversion, 100% du salaire. Alors après, si on est un peu plus gros, quand on est une entreprise de plus grande envergure, il y a des abattements, mais jusqu'à 300 salariés, c'est 100% de la rémunération, 100% du coût pédagogique dans les limites des 36 000 euros dont j'ai évoqué. Pour mettre en place tout ça, il faut passer bien sûr encore une fois par un conseiller en évolution professionnelle, ça c'est une obligation. Il y a quelques anciennetés minimales à avoir dans l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous entreprise, si vous êtes salarié de ces entreprises qui sont en mutation, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce dispositif qui est vraiment qui a pour idée en fait de permettre à des gens, à des personnes, des salariés de passer d'une situation de travail à une autre
en évitant la case Pôle emploi qui est toujours préjudiciable. Voilà ce que je peux dire sur ce dispositif. Oui, qui est assez peu connu, hein, je crois, Pascal, et qui mériterait. Il est récent, hein, c'est le petit Oui, dernier. oui. Et il doit être prolongé, on l'espère, pour 2024. Mais bon, je pense que il a montré son intérêt, donc je pense qu'il va perdurer. Alors, dis-moi, Sandrine, parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler depuis le début. CEP par-ci, CEP par-là. Alors, tu pourrais quand même nous en dire un peu plus donc de ce conseil. Qu'est-ce que c'est? Allez, bon ben c'est vrai que lui il existe depuis un moment, mais il est assez peu connu encore. Alors un peu de plus en plus maintenant parce que dès qu'on va justement sur son CPF, dès qu'on se rend sur le site de Transition Pro ou divers sites en lien avec la formation et autres, tout de suite il y a une référence qui est faite au conseil en évolution professionnelle. Donc déjà c'est une mission service public, hein. Ça veut dire que c'est gratuit. Tous les échanges dans le cadre du CEP sont gratuits. Ça permet, comme on l'a dit, hein, tout au long de ce webinaire, de contribuer, travailler, d'aider les personnes dans définir un projet, y réfléchir, se poser les bonnes questions, et puis réfléchir à comment on va le mettre en action, réfléchir à l'ingénierie financière aussi, à la recherche de formation. Voilà, on accompagne sur tout ça. C'est confidentiel, hein, quand on est en entretien, on peut être amené à vous poser des questions et on va forcément parler de l'employeur et autres. En aucun cas, votre employeur ne sera informé de vos démarches ni de nos échanges. C'est neutre, c'est impartial, c'est accessible à tous. Alors, on va voir un petit peu après, selon le statut de chaque personne, c'est pas forcément le même opérateur qui va faire l'accompagnement. Et il peut y avoir un ou plusieurs échanges, ça va dépendre des besoins. Parfois, les personnes, en un rendez-vous, arrivent à trouver les réponses à leurs questions et parfois, il est nécessaire d'avoir plusieurs échanges, notamment quand on va travailler sur des dispositifs comme ceux que tu as exposés qui impliquent forcément plusieurs allers-retours entre le bénéficiaire et le CEP. Qui sont ces opérateurs alors? Eh bien voilà, on y vient. Donc, selon son statut, on va pouvoir faire appel à différents opérateurs. Alors, je vais commencer par Cap Emploi. Cap Emploi, ça va être l'opérateur qui va délivrer le CEP aux personnes en situation de handicap. Pour les moins de 26 ans, ce sera les missions locales. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera Pôle emploi. Pour les cadres, ce sera l'APEC. Et pour tout ce qui est salariés du secteur privé et les indépendants, ce sera les différents opérateurs qu'on peut voir là, notamment en Nouvelle-Aquitaine, le réseau EVA, mais tous les autres réseaux qu'on a pu citer au tout début de ce webinaire. Donc, voilà résumé, pour les opérateurs. Alors, ça serait, je peux faire appel à un CEP dans quel objectif pour essayer de résumer, parce qu'on l'a déjà évoqué depuis le début, mais alors, faire le point peut-être sur sa situation. Alors, on va passer à la truc d'après. Voilà, donc ça peut être peut-être juste faire le point sur sa situation, déjà, ça peut être ça parfois. L'envie d'évoluer en termes de compétences, l'envie de changer de métier, donc typiquement la reconversion, hein, ce sur quoi on est aujourd'hui. Ça peut être de la mobilité interne dans l'entreprise ou externe, ça peut être la création ou reprise d'entreprise, ça peut être accéder à une certification professionnelle par le biais de dispositifs, on a parlé tout à l'heure rapidement de la VAE, ou développer ses compétences. Voilà, en gros. Et ça peut se faire sous on va dire que ça se décompose en 2 niveaux d'accompagnement. Donc, le premier niveau qui est le conseil individualisé, hein, donc c'est pas en groupe. J'ai vu une question passer tout à l'heure. C'est toujours individualisé, hein, le CEP. Hein. Vous n'aurez jamais l'accompagnement CEP en groupe. Hein. Donc le premier échange qui va permettre d'évoquer ce pourquoi vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qui fait que vous soyez dans cette démarche à un moment donné.
On va pouvoir vous donner quelques informations au départ, à partir de l'analyse qu'on va faire de votre situation, envisager éventuellement des pistes et peut-être commencer à parler de quelques dispositifs. Voilà, premier rendez-vous. Et après, en fonction du besoin, s'il y a besoin un besoin d'aller plus loin, on passe à ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé, où là, vraiment, on va être plus dans le concret, dans l'action, dans la mise en œuvre de démarches, dans la recherche à la fois de dispositifs, mobilisation de dispositifs, recherche de financement. Voilà, là, on va vraiment être sur, on définit le projet et on voit comment on le met en œuvre. Donc, en fait, si je te suis bien, donc ça peut être fait en une fois, hein, ça peut être juste apporter une information qui peut permettre à la personne de faire le pas d'après, hein, mais ça peut permettre à des personnes d'être suivies sur la durée. Est-ce qu'il y a une durée limite de l'accompagnement? Alors 6 à 8 heures, mais je t'avoue que c'est en moyenne. C'est en moyenne. On n'est pas, moi, j'ai pas le temps de comptabiliser les heures que je passe avec les gens. Les gens, ils viennent, ils ont besoin, on répond à leurs besoins. Hein. On va pas dire on est allé aux 6 heures, on s'arrête. Non, c'est une moyenne. Il y a des personnes avec qui on va passer peu de temps parce qu'ils ont un projet bien défini et ils ont juste besoin de savoir rapidement comment le financer, les dispositifs. Et il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps parce qu'il y a une problématique peut-être plus profonde de santé ou autre. Et là, pour le coup, l'accompagnement, il est forcément plus long. En fait, on fait appel au CEP quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'on peut le voir une fois et puis après on peut ne pas le revoir pendant quelques temps et puis après parce que là tiens on va préparer un entretien professionnel, tiens je vais le revoir pour qu'il m'aide à préparer mon entretien professionnel et puis après je vais le revoir un peu de temps après parce que là ça a mûri et je commence à dire tiens je pourrais envisager de faire ça ou ça. Exactement. Donc, on l'utilise à volonté. Exactement. C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Confidentiel et je dirais impartial. C'est-à-dire que complètement. Il n'y a pas de jugement. On est vraiment là pour accompagner les personnes et réfléchir à deux têtes, hein, parce que parfois c'est bien d'avoir une vision extérieure de la problématique et avancer, cheminer ensemble pour aider les personnes dans leur projet. Bon, voilà, et donc, ouais, exactement. Et pour prendre rendez-vous, vous avez le site www.mon-cep.org. Donc là, il suffira de renseigner votre statut, le département où vous vous trouvez, enfin la région, et puis pour le coup, on va vous faire une proposition d'organismes et autres. Alors attention par contre, vraiment pour les salariés du secteur privé et indépendant. Pour le secteur public, il existe des choses, mais nous, typiquement, on ne peut pas les accompagner, hein, par contre. Voilà. Bon, là, je crois qu'on connaît tout, du CEP, donc à utiliser sans modération. De l'envisager non pas forcément que dans les cas de reconversion radicale, mais aussi d'évolution, de réflexion sur la stratégie, sur son plan de carrière, etc. Donc, faut presque que ce soit un réflexe quand on avance dans la vie active, dans ses projets, toujours avoir l'idée de se dire tiens, j'ai envie de ça ou j'ai pensé à ça, allez hop, je vais en discuter avec un CEP parce que souvent des personnes qui oublient qu'on existe et qui se disent mais mince, mais si j'avais échangé avec vous autre. Et puis aussi parce que tout évolue, il y a des dispositifs qui disparaissent, apparaissent, machin. Donc rien que pour ça, se tenir au courant, c'est bien de rencontrer un CEP autant que de besoin. Bon, on va peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, oui, j'en ai vu pas mal. Alors, il y avait une question sur ça coûte 15 000 et j'ai que 4 000 dans le cadre d'une démission ou dans le cadre d'une PTP. Alors, dans le cadre du PTP, que vous ayez 0 ou 4 000 sur votre compte, nous, ça ne nous change rien à l'équation financière.
Par contre, si vous avez 4 000 euros, il est sûr que votre compte personnel sera remis à zéro. Mais si vous avez 0 euros sur votre compte parce que vous avez fait une formation préparatoire à une action certifiante, eh bien, nous, on examinera quand même votre demande et la commission décidera si oui ou non elle souhaite financer l'ensemble de ce parcours et l'ensemble, le coût financier de votre dossier. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous êtes en démissionnaire et que vous avez que 4 000 euros et que vous faites une formation qui coûte 15 000 euros, c'est sûr que là, il va falloir se poser la question où c'est que vous allez trouver les 11 000 euros qui vous manquent. Donc, Pôle emploi peut être un financeur, les régions peuvent être un financeur, mais tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, si la personne veut vraiment faire ce cursus-là, ben, ça sera peut-être à elle de mettre la main à la poche. Voilà. C'est ça, ouais. J'ai parlé d'offres cachées tout à l'heure. Bon, en fait, c'est des offres d'emploi qui sont pas publiées et qui sont pourvues par le biais des viviers de candidatures spontanées, du bouche à oreille, des réseaux et autres. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a des choses qui sont très en lien avec ce que j'ai pu évoquer sur des listings pour des questions en amont. Bon, ça, il faut vraiment le voir lors d'un échange avec un conseiller parce qu'on a chacun nos outils et c'est difficile de dire il y a ça ou ça. C'est pas difficile de s'attarder Il y a beaucoup de questions, de cas individuels qui sont très intéressants. Donc là, je pense que les questions... Oui, ouais. Les indépendants peuvent-ils... poser un CEP. Ouais, c'est ça. Il y a une réponse écrite là-dessus. Alors, est-ce que si on a fait un CIF, est-ce qu'on peut faire un PTP? Oui, parce que c'est deux dispositifs différents. Par contre, entre deux PTP, il y a un délai de franchise de maximum 6 ans. Voilà, si on a fait un PTP en 2020, il faudra sûrement attendre 2026 pour pouvoir en faire un autre. Voilà. Et si on a fait un CIF en 2019, on peut faire un PTP en 2023, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai un truc sur la démission. Pardon, je te coupais. Quelle est la différence avec la règle via le simulateur Pôle emploi qui demande de travailler 1300 heures ou 5 années? En fait, ils veulent s'assurer que vous avez bien travaillé 1300 heures sur les 5 dernières années. Sachant que les 5 dernières années, elles sont prises en compte à partir du dernier jour effectif d'emploi, supposé, à l'issue de sa période de préavis, et sur les 5 ans en arrière. Donc en fait, il y a une application qu'on peut trouver sur le site de Pôle emploi ou sur le site démission-reconversion.gouv.fr qui, en renseignant les différents emplois que vous avez eus au cours de ces 5 dernières années, va regarder s'il y a eu des coupures entre deux, si vous êtes éligible ou pas. Pascal, tu veux rajouter des choses ? Non, c'est bon. J'essaie de voir. Il y a Anne-Claire qui demande est-ce que le dispositif de transition collective peut éviter la procédure de licenciement? Oui, en effet, ça peut éviter pour un temps la procédure de licenciement et peut-être que le temps que la personne fasse sa formation, parce qu'on a dit que ça pouvait aller jusqu'à 2 ans, peut-être que la situation de son entreprise aura évolué et que en fait la question du licenciement ne se posera plus. Peut-être parce que justement du fait des nouvelles compétences acquises, cette personne pourra être repositionnée sur un nouveau poste au sein de son entreprise. Après, libre à la personne de vouloir exploiter ces nouvelles compétences dans une autre entreprise. Et là, on rentre dans une procédure de rupture de contrat classique. Saïda qui nous dit aussi, est-ce qu'un PTP peut être refusé plusieurs fois? Oui, mais on ne refuse pas pour refuser. Si à chaque fois qu'il y a un refus, la commission explique les raisons de ce refus. Et si la personne travaille sur ces raisons, et notamment avec le conseiller en évolution professionnelle, on peut penser que la fois d'après, logiquement, le dossier sera peut-être mieux argumenté, mieux explicité, et que cette fois-ci, il fera la différence avec les autres dossiers. Parce que les dossiers PTP, en fait, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Donc, oui, ça peut arriver, mais on espère que grâce au travail du CEP, le deuxième dossier sera plus convaincant. Voilà. Toujours sur le PTP, Pascal, Caroline qui demande, dans le PTP, mon employeur reste celui qui me paiera et le PTP
paye la formation. Alors non. Vas-y, Ah, Pascal. alors, pendant le PTP, l'entreprise continue à payer. Oui, elle vous Mhm. verse votre rémunération et nous, on lui rembourse l'absence au poste de travail. Donc, ça, c'est la règle de base. Alors après, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on rembourse. Il faut bien sûr que la formation, on rembourse aux heures de formation. Donc, est-ce que la formation est à temps plein? Est-ce que la formation est en continu ou en discontinu? Du lundi au vendredi, du premier du mois à la fin du mois. S'il n'y a qu'une semaine de formation par mois, il est évident qu'on ne remboursera qu'une semaine de salaire à l'entreprise. Si la semaine de formation ne fait que 24 heures, alors qu'habituellement vous travaillez à 35 heures, on remboursera 24 heures de salaire de l'absence au poste et non pas les 35 heures. Donc voilà, c'est pour ça que quand on se lance dans un parcours formation, il faut bien en avoir en amont toutes les informations, les devis, les programmes, le calendrier, le planning de la formation, pour savoir quelles vont être les modalités de prise en charge de ce parcours de formation. Et toujours le PTP, Pascal. Est-il accessible à des personnes en portage salarial? Alors, portage salarial. La question, nous, ce qu'on va toujours se poser, est-ce que la personne a un contrat de travail? Oui. Si la personne a un contrat de travail et si la personne a un bulletin de salaire qui est édité par l'employeur, celui qui a signé le contrat, il n'y aura pas de difficulté. Alors après, bon, c'est vrai que c'est pas des situations que je vois souvent. Mais Ouais. voilà, la règle, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a un contrat de travail? Est-ce qu'il y a des bulletins de salaire? Et surtout aussi, est-ce que l'entreprise cotise bien à la formation professionnelle? Mais ça, logiquement, il n'y a pas de problème. Elles doivent cotiser à la formation professionnelle. Et oui, je réponds à la question de Delphine. Oui, en arrêt maladie, on peut bénéficier du PTP. Pascal, tu veux Oui, élargir? alors, selon des conditions un peu particulières, parce Exactement. que logiquement, si la personne est en arrêt, c'est qu'elle touche donc ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, si elle reste sous ce statut d'arrêt de travail, il faut que la sécurité sociale donne son accord pour faire la formation pendant l'arrêt de travail. Alors, c'est pas une pratique qui s'applique à tout le territoire national. Donc là encore, il faut aller le vérifier. Il faut vérifier au cas par cas. Mais en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, pour nous, c'est possible. Maintenant, après, il y a une façon simple aussi, c'est d'être en arrêt jusqu'au dimanche, et puis le lundi d'être en formation. Comme C'est ça, ça. on n'a pas fait de reprise au poste de travail. C'est ça, avec l'autorisation d'absence de l'employeur pour le coup. Il y avait une personne qui posait une question, c'est Sophia qui posait une question sur l'alternance. Attention, l'alternance, c'est un autre dispositif de financement de la formation. Quand on parle de contrat en alternance, on est salarié d'une entreprise qui accepte que un temps vous travaillez, un temps vous soyez en formation. Un coup je travaille, un coup je suis en formation. Donc ça, c'est vraiment des contrats spécifiques. Ça rentre pas dans le cadre du PTP. Par contre, ça peut être l'objectif d'un projet de démission reconversion. Je démissionne parce que j'ai une entreprise qui me propose un contrat en alternance. Oui, ça c'est envisageable. Ouais. Pascal, une question d'Émilie. Salarié du secteur public, je suis en complète perte de sens de ma profession actuelle. Pouvez-vous me confirmer que je ne peux pas bénéficier actuellement du PTP? Oui. Et si je demande et obtiens une rupture conventionnelle, pourrais-je y accéder? Alors, le PTP est vraiment un dispositif qui est de droit privé, qui n'est ouvert qu'aux salariés dont les entreprises, justement, cotisent à la formation professionnelle. Et donc, les services publics ne cotisent pas à la formation professionnelle. Comme on dit souvent, l'État est son propre assureur, son propre financeur, et donc il ne contribue pas à la formation professionnelle pour ses salariés. Donc, si ce monsieur fait une rupture conventionnelle, donc il ne sera plus fonctionnaire d'État, hospitalier ou territorial, que sais-je, à lui, bien sûr, de trouver un contrat de droit privé,
CDD, intérim ou un CDI qui lui permettent à ce moment-là d'ouvrir des droits de droit privé. Voilà. Exactement. Marjorie, je suis en CDI depuis 2015, mais j'ai bénéficié de 2 congés maternité en 2019 et 2021. Suis-je bien éligible au dispositif d'émission reconversion? Le congé maternité, oui, fait partie des jours comptabilisés. Après, si vous n'avez pas eu d'interruption de congé sans solde, par exemple, ou d'interruption de contrat, oui, a priori, vous êtes éligible, mais il faut encore une fois aller le vérifier avec l'application de Pôle emploi, comme ça, au moins, on est sûr du coup. Alors, attends, je regarde encore des choses. Est-ce que l'EDF cotise à la formation professionnelle? Oui, oui pour le Ça dépend des PTP, c'est ça. mais pas pour le démissionnaire. Ouais, Mais ouais, c'est il y a des cas un peu particuliers, compliqué. oui. Qu'est-ce que j'avais? Peut-on utiliser le CPF en étant au chômage? Bon, oui, votre CPF, en fait, vous l'utilisez quand vous voulez. Il n'y a pas de... C'est un CPF autonome, donc Exactement. on peut l'utiliser. Anne-Hélène, nous sommes d'accord que les salariés frontaliers ne cotisent pas pour le CPF et donc ne peuvent pas en bénéficier. C'est les entreprises, oui, qui cotisent pour alimenter le CPF. Donc, si votre entreprise n'est pas en France, a priori, elle ne cotisera pas. Pascal, tu veux compléter? Je pense que la règle est bien celle-là. Alors après, c'est un peu compliqué sur les frontaliers parce que tout en étant sous contrat suisse ou espagnol ou autre, ils peuvent malgré tout avoir des droits comme demandeurs d'emploi chez nous. Mais alors là, je laisse Pôle emploi répondre à ces. Ce sont des accords européens, des accords internationaux. Là, je crois qu'il faut mieux s'adresser directement à une agence Pôle emploi. Tu m'étonnes. Mais on en a pas mal balayé. En arrêt de travail long, faut-il un accord de l'employeur pour utiliser le CPF? A priori non. Après, ça dépend ce que vous faites comme formation, parce qu'il peut falloir un accord de la CPAM par contre. Oui, c'est possible. Et ouais, si vous êtes amené à bouger ou autre, vous êtes en arrêt maladie, donc par rapport à la Sécu, vous devez des comptes, quoi. Des comptes. Sophia, elle me pose une question. Est-ce que c'est oui, alors le dossier, c'est vrai qu'un dossier PTP est plus long à mettre en œuvre qu'un dossier démissionnaire, ça c'est sûr. Tu trouves toi? Ça peut. Allez, bon, allez. À cause des 4 mois, mais en dehors de ça, le contenu en lui-même, il n'est pas, tu vois. Les attendus sont les mêmes, c'est sûr. Hein, donc, il faut prendre le temps de travailler tout ça tranquillement. Pour le CEP, c'est sûr, pour le démissionnaire, il faut que le CEP signe le document qui nous sera transmis. Mais par contre, pour un PTP, le CEP ne transmet pas de synthèse aux transitions pro. Hein, c'était un peu le sens de la question, je crois. Oui, alors c'est demandé quand même à un endroit sur le dossier PTP, mais c'est pas une obligation. Oui, comment on peut mettre une synthèse de bilan de compétences pour qui explique bien pourquoi on veut changer. Oui, tout ce qui va éclairer et expliciter la démarche sera toujours le bienvenu dans un dossier PTP. Exactement. Écoute, je crois qu'on a balayé pas mal de questions. Attends, je suis en train de remonter vers vous. L'âge peut-il être un frein au dispositif? Alors, je ne sais pas quel dispositif, mais a priori, non, je vois pas. Non. Il n'y a pas d'âge limite pour le PTP ou... Non, c'est autour de 35-45 ans que beaucoup de personnes se posent des questions sur leur devenir lorsqu'ils sont au mi-temps de leur carrière. Mais aujourd'hui, avec l'allongement de la carrière, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des seniors, des 50 ans, 55 ans, se dire « Allez, il me reste 12 ans, il me reste 10 ans. » Mine de rien, c'est quoi? C'est un quart, un tiers de leur vie professionnelle qui leur reste devant eux.
et ils veulent que ce temps soit le meilleur possible. Donc non, il y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Attends, l'enveloppe financière de la commission paritaire transition pro pour les formations est-elle la même que celle de Pôle emploi pour l'indemnisation des 6 mois pour création d'entreprise? Voilà. Ouais, On je crois est qu'on n'aura pas le temps de indépendant. répondre. Non, Ouais. on est indépendant. On n'est pas du tout sur les financements État. Les dotations qui nous sont données par France Compétences sont des fonds qui viennent des entreprises. Donc, on n'a pas du tout les mêmes règles de prise en charge. En tout cas, on a celles que je vous ai présentées. Et après, on a assez de moyens financiers ou on n'a pas assez de moyens financiers. Le dossier est convaincant ou l'autre est moins convaincant, mais ce n'est pas du tout les mêmes règles d'attribution de financement. Bon, ça se termine. Merci à tous. Merci à toi, Pascal, pour cette co-animation. On a tenu le timing. Ouais, pas mal. Et puis, n'hésitez pas à suivre les prochains webinaires. Il y en a encore quelques-uns sur les jours à venir. Merci à tous et merci à toi, Sandrine. Merci à toi, Pascal. Un seul mot d'ordre, rencontrer un CEP. C'est ça. Bonne soirée.